J'aimais comme ça que vous puissiez la voir parce que déjà cette BD, elle est hyper belle et elle aussi, en fait, elle a la couverture texturée. Oui, parce que j'avais très envie qu'on puisse toucher les cheveux, comme on peut avoir un peu d'amour propre pour ses cheveux à soi. Et donc la couverture est légèrement texturée en relief, comme ça vous pourrez caresser les cheveux tout à l'heure si vous vous arrêtez au stand de la librairie. Quel teasing. Alors Lou, on peut se tutoyer? Ouais, on s'était dit qu'on se tutoyait. Alors ta BD, alors c'est important déjà, elle n'est pas autobiographique. Non, elle n'est pas autobiographique. Elle parle de cheveux qui ressemblent aux miens, quoique c'est l'histoire d'une fille qui a les cheveux crépus. Moi, je les ai plutôt frisés. Et il y a des ponts à faire, mais effectivement, c'est pas mon histoire. Ouais. Alors elle met en scène cette jeune fille qui démarre, parce qu'on la suit, elle a 6 ans. Et les premières scènes qui sont assez drôles, elle court partout dans la maison pour éviter le brossage de cheveux traumatisant, on a l'impression, de sa maman. Et donc, parce que cette jeune fille, elle a les cheveux texturés. Donc, tu nous as dit un peu, c'est déjà les cheveux crépus, mais est-ce que tu peux nous dire concrètement, les cheveux texturés, tout ce que ça peut englober? C'est très simple, en fait. Le cheveu texturé, c'est tout ce qui n'est pas lisse. Donc, typiquement, ça va être du crépus, frisé. On peut aller jusqu'au bouclé, mais on va être vraiment dans des typologies de cheveux qui concernent à peu près 20% de la population en France et qui, en fait, sont bien plus minoritaires dans tout ce qui est représentation, dans tout ce qui est les shampoings qu'on peut trouver dans les supermarchés, dans les boutiques, etc. Donc, ils sont complètement marginalisés parce que ils sortent de la norme qui est celle du cheveu lisse, du cheveu des pubs, du cheveu des princesses Disney, etc., etc. Ouais, c'est ça, toute la représentation que l'on imagine d'être une femme aussi, avec sa belle chevelure. Alors, c'est une idée originale. Pourquoi avoir décidé de créer cette BD, justement, sur les cheveux? Alors moi, quand je travaille, j'écoute beaucoup de podcasts parce que j'ai la main qui dessine et comme ça permet de m'occuper la tête aussi, ça m'évite de m'ennuyer. Et du coup, j'écoute beaucoup des récits de vie, des gens qui racontent des choses qui leur sont arrivées. Et je me suis demandé si moi, je devais participer à un podcast, qu'est-ce que je pourrais bien avoir d'intéressant à raconter sur ma vie que je passe essentiellement sur une chaise 35 heures par semaine. Et je me suis dit que j'allais parler de mes cheveux parce que j'ai une relation compliquée avec mes cheveux de longue date, qui a eu tout un parcours d'acceptation et voilà, il y a eu moult péripéties. Et je me suis dit, mais ma pauvre fille, pourquoi est-ce que tu irais raconter ton histoire à des gens, la donner à des gens, alors que c'est ton métier de raconter des histoires? Et du coup, j'ai décidé de le faire moi-même. Par contre, j'avais pas du tout envie de parler de moi. Je voulais pas faire de l'autobio. Ouais, c'est pas simple. En plus, c'est une relation assez intime qu'on a. Oui, c'est surtout ça. J'avais pas besoin de dévoiler mon intimité pour délivrer le message qui allait avec. Donc, je me suis dit que j'allais m'inventer un personnage qui allait porter cette histoire. Donc, je suis partie de ce que j'ai vécu, mais je suis allée bien plus loin. Et en fait, au fur et à mesure de mes recherches, j'ai découvert des choses dont j'avais absolument pas conscience. J'ai découvert tout un univers, des données, des discriminations, tout un système qui peut être complètement aberrant. Et en fait, cette histoire me dépasse largement. Donc, c'est pour ça que c'est l'histoire de Rose et pas l'histoire de Lou. Ouais, c'est vrai que moi, quand je l'ai lu, je me suis pris vraiment une grosse claque. Donc ça, je me suis dit, bah tiens, peut-être qu'il serait temps aussi pour tout le monde de se prendre cette claque, parce que peut-être que vous allez me traiter de naïve, hein, mais je m'étais jamais posé cette question. Et quand j'en ai parlé à mes amis, mes connaissances noires aux cheveux texturés, bah quasiment toutes m'ont dit, bah oui, moi on m'a des fois touché les cheveux comme ça en pleine rue, c'est un problème, etc. Et en fait, je me suis dit, mais voilà, jamais vraiment posé cette question. Et ça amène vraiment à se dire que on parle de cheveux, mais en fait, on parle vraiment de racisme capillaire. Il y a plein d'exemples. Je crois que dans ton livre, tu parles de ce Stewart qui on lui avait demandé de faire quelque chose pour ses cheveux parce que quand même, c'était pas possible pour lui de travailler dans cette condition. Et je me disais, bon, c'était il y a plusieurs années, quand même, on n'en est pas là aujourd'hui. Et si on en est encore là aujourd'hui, en 2025, à discriminer sur la texture de ses cheveux. Alors tout ça donne pas une question. Et ma question, elle arrive. Est-ce que ce racisme capillaire, il est intériorisé? Parce que la petite Rose, elle a 6 ans et au début, elle veut se lisser les cheveux. Elle sait déjà que c'est difficile. Donc, est-ce que c'est intériorisé ou est-ce que c'est
c'est juste, entre guillemets, juste subi? Non, c'est complètement intériorisé. En fait, on peut croire que Racine, c'est l'histoire d'une fille, une jeune femme qui n'aime pas ses cheveux. En fait, c'est l'histoire d'une jeune fille, d'une jeune femme dont la société n'aime pas les cheveux. Si Rose a autant de mal quand elle est petite, c'est pas encore parce qu'elle est consciente du regard de la société, mais c'est parce qu'elle trouve ses cheveux difficiles à coiffer, parce que ça lui fait mal quand sa mère tire dessus, qu'elle déteste ça, que c'est un moment pénible. Et en fait, pourquoi est-ce que ça lui fait mal? Eh ben, c'est parce que sa mère ne sait pas coiffer les cheveux texturés. On ne brosse pas les cheveux texturés, il ne faut surtout pas les brosser. Et évidemment que ça va tirer, ça va arracher. Elle n'a pas non plus les bons produits pour s'en occuper, donc ça va faire des cheveux qui vont s'abîmer, etc. Bref, la séance de torture en elle-même est le produit d'une société qui ne reconnaît pas les cheveux texturés. Et en grandissant, évidemment, il y a tout ce dont je parlais, tout cet imaginaire auquel on est confronté, qui dit que la vraie beauté, ce sont les cheveux longs, évidemment, parce que plus les cheveux sont longs et plus ils sont associés à la bonne santé et à la fertilité chez une femme. Donc il faut avoir de beaux cheveux longs, soyeux, qui bougent dans le vent et qui tombent dans le dos. Et c'est ça la beauté. Et toutes les formes de cheveux qui s'en éloignent, que ce soit les femmes aux cheveux courts, qui s'extraient un peu du domaine de la séduction, je pense notamment aux femmes qui, en vieillissant, vont couper leurs cheveux parce que voilà, elles sont plus sur le marché, donc plus de cheveux. Mais c'est la vérité. Ouais. Ou se faire des teintures pour avoir les cheveux teints jusqu'à 70 ans, alors qu'on sait que non. Absolument. Ouais. Et tout ce qui est cheveux texturés, en fait, puisque de base, avec un cheveu crépus ou frisé, donc il remonte, donc il va être moins long, de facto, on est déjà moins séduisante, on est déjà moins fertile, moins apte à porter les rejetons des messieurs. Voilà. Et messieurs qui peuvent aussi eux-mêmes souffrir de ça aussi, mais un petit coup de rasage et c'est plus simple. Disons que la discrimination, elle est double, et je l'entends beaucoup quand j'entends parler de Racine. On me dit souvent oh mais moi je pensais que ça allait être un sujet complètement futile. Et pourquoi est-ce qu'on pense que ce sujet est futile? C'est parce que ça touche à la beauté, et la beauté, c'est l'affaire de qui? C'est l'affaire des femmes, et on sait toutes que les femmes sont futiles, n'est-ce pas? Voilà. Mais oui, encore plus. Ouais. Dans le livre, il y a aussi une autre anecdote dont tu parles, et je me suis dit ah ouais quand même. C'est celle de Michelle Obama. Donc on connaît toutes, hein, bien sûr. Je l'ai pas fréquentée encore, mais bientôt. Michelle Obama, elle a affirmé que quand elle était donc la femme en tout cas la première femme d'Amérique, elle se lissait les cheveux. Parce que ça n'aurait pas été acceptable d'avoir ses cheveux au naturel. Alors que, si vous regardez maintenant ses réseaux sociaux, elle les a naturels, elle les a parfois frisés, elle les a parfois nattés, elle les a longs, etc. Elle ne se les lisse plus jamais. Est-ce que ça, c'est une façon de se libérer de cette injonction capillaire à se torturer les cheveux, à se les lisser? C'est vrai que pendant tout le mandat de Barack Obama, il y a eu des femmes noires et métisses qui ont sollicité Michelle Obama en la suppliant, ne serait-ce qu'une fois, de s'afficher avec ses cheveux naturels. Et elle a toujours refusé. Elle disait qu'elle se lissait les cheveux une fois, voire deux par jour s'il pleuvait, pour qu'ils soient toujours impeccablement lisses. Et elle ajoutait, je n'aurais plus de cheveux sur la tête si je devais continuer à les traiter comme ça. Mais effectivement, pendant le mandat de son mari, c'était impossible pour elle de faire autrement. Et je pense que justement, le fait qu'aujourd'hui elle les affiche fait qu'elle propose un modèle féminin de cheveux texturés, de femmes noires qui assument ses cheveux libres. Et c'est hyper important en termes de représentation pour les femmes qui ont des cheveux comme ça et qui ne se voyaient jamais, en fait, qui n'étaient jamais associées à la beauté. Moi, j'ai un souvenir très fort de ça. J'ai toujours trouvé ça très laid, en fait, les cheveux comme les miens. J'aimais pas du tout. Et il y a quelques années de ça, j'ai croisé dans la rue une femme que j'ai trouvée vraiment sublime. Et je l'ai regardée, je me suis dit, waouh, elle est tellement belle. Et j'aimerais bien lui ressembler. Et je l'ai bien regardée, je me suis dit, mais en fait, elle a les mêmes cheveux que moi. Enfin, que moi, si j'arrête de les lisser. Et en fait, je suis capable de ressembler à ça. Ce sont mes cheveux, c'est une beauté que je peux atteindre. Et c'est aussi une forme de beauté, j'en avais pas du tout conscience. Et ouais, c'est une vraie nécessité, je pense, de trouver des gens beaux et belles avec des attributs qui sortent de la norme et de pouvoir se dire que oui, c'est aussi acceptable et c'est aussi même très positif. Ouais, merci. Alors quand j'ai dit tout à l'heure, je m'étais pris
une claque et que j'avais envie de rendre visible ce livre, c'était un peu pour faire ma part, parce que j'ai découvert tout un système dont tu parles, qui va du temps aussi pour se coiffer, de l'argent que ça représente, et malheureusement parfois des femmes qui ont les cheveux texturés sont des femmes qui sont un peu plutôt pauvres, donc c'est un investissement assez énorme. Ça va aussi sur tous les salons de coiffeurs, de coiffeuses plutôt, qui sont souvent tenus par des personnes qui sont exploitées, qui utilisent des produits chimiques qui sont dangereux pour elles, qui sont hyper dangereux bien sûr pour les femmes qui se lissent les cheveux, qui les tressent. Enfin, est-ce que tu peux nous dire un peu plus sur ce système pour lequel je pense pas être la seule, c'était complètement inconnu pour moi. Mais c'est ça qui est dingue en fait, parce que si tu poses la question à n'importe quelle femme noire ou métisse, elle le sait. Donc comment c'est possible de cohabiter avec des personnes dont c'est le quotidien et de n'en avoir absolument aucune conscience? C'est fou. Enfin, moi, je me rendais pas compte que tout le monde ne le savait pas en fait. Ça me semblait évident. Effectivement, tu parles des coiffeuses à Château d'Eau. Donc le quartier de Château d'Eau à Paris, c'est le quartier africain et il y a vraiment des coiffeurs à tous les coins de rue. Il y a des rabatteurs qui vous attendent à la sortie du métro en vous disant viens ma sœur, viens te faire coiffer et qui donc vous amènent dans des salons où les coiffeuses sont exploitées, sont payées 200 à 300 euros par mois, sont effectivement exposées à des produits chimiques. Ce sont souvent des femmes qui sont sans papier, qui sont menacées d'être dénoncées, d'être expulsées si jamais elles élèvent la voix contre ce système. On parle d'un système mafieux parce que tout le quartier est aux mains de 2 ou 3 personnes qui exploitent tout ça. Et c'est resté, c'est en plein Paris. Enfin tout le monde le sait en fait. C'est fou. Et ça perdure parce que c'est comme ça, parce que c'est là et que on ferme un peu les yeux dessus. Et il y a eu une grève faite par les employés d'un de ces salons de coiffure après ne pas avoir été payés pendant très longtemps. Ils ont tenu bon, ils ont fini par mener leur combat au tribunal et les patrons ont été condamnés, notamment pour traite d'humains. Voilà, donc on est sur des chefs d'accusation et des pénalités très lourdes parce que ce qui se passe est gravissime. Et à ton avis, pourquoi il y a un tel angle mort ou un tel, presque un tabou ou une inconscience en fait de notre société? Est-ce que comment on pourrait faire déjà pour rendre ça plus visible, alors à travers cette BD, ok, mais pourquoi on n'en parle pas dans les médias? Pourquoi on cache la beauté de ces femmes? Pourquoi on parle pas de cet esclavagisme là dont tu parles, ou pas assez en tout cas, pour que le commun des mortels aussi passe à côté? Alors pourquoi on n'en parle pas? 2 mots. D'une, c'est des femmes, les femmes on s'en fout. 2, c'est des personnes racisées, les personnes racisées on s'en fout. C'est vraiment ça, vraiment la base de la réflexion, c'est que on est sur une double minorité qui est complètement dans l'angle mort. Si c'était la broligarchie qui avait ces problèmes-là, on en entendrait parler, ça c'est clair. Comment on peut rendre ça visible? En fait, on peut écouter. Moi j'ai des personnes qui ont lu Racine et qui me disent mais maintenant je regarde mes étudiantes, je regarde mes voisines qui ont les cheveux tressés, je les trouve magnifiques. Et en fait, elles avaient besoin, ces personnes-là, de cette prise de conscience, de juste découvrir que ça existe pour être capable de le regarder. Il faut savoir que quand moi j'ai travaillé sur Racine, j'ai eu beaucoup de mal à me documenter parce qu'il y a quasiment pas de littérature sur le sujet. Il y a une super sociologue qui a travaillé sur le défrisage, sur la place du défrisage dans la société. Il y a 1 ou 2 bouquins qui sont un peu des anthologies qui parlent de ce sujet-là, mais sinon il y a rien. Il y a vraiment eu un travail énorme à faire de mon côté pour aller ramasser des miettes un peu partout sur Internet, recouper les sources, etc., pour en tirer des statistiques, pour réussir à avoir un propos qui se tienne, parce qu'en fait c'est quelque chose que personne n'a regardé avant. Et je pense que ça tient aussi au fait que les personnes concernées elles-mêmes dénigrent cet aspect-là d'elles-mêmes. On parle pas, quand on n'aime pas ses cheveux, on parle pas de ses cheveux. On rejoint là cette intériorisation. Absolument. En fait. Ouais. Quand on souffre de dysmorphophobie, donc qui est un trouble de la perception de son corps, qui fait qu'on le perçoit avec des défauts soit exagérés, soit imaginaires. Exemple, je ne peux pas sortir de chez moi parce que je n'ai pas les cheveux défrisés, mais je ne peux pas. Évidemment, on va pas parler de ses cheveux. On va tout faire pour le cacher, pour le masquer, voilà, c'est pas des sujets qu'on met sur le devant de la table parce que c'est pas des sujets dont on est fier, parce qu'on n'a pas l'impression qu'il y a quelque chose à revendiquer, et au final, c'est un poids qui pèse, comme tu l'as dit, il y a un poids financier parce que ça coûte. Les femmes noires dépensent 3 fois plus d'argent en cosmétiques que les femmes blanches à revenu égal. On est sur un coût de temps,
puisque il faut laver les cheveux plusieurs fois par semaine et ça prend super longtemps. Il faut faire beaucoup de soins, etc. Et il faut le faire régulièrement parce qu'en fait, on ne se coiffe pas. Il faut. Ouais. C'est long. On peut pas juste se lever le matin et dire je suis un peu ébouriffée, mais c'est pas grave. Oui. Avec les tresses, ça marche. Okay. Mais faire des tresses, c'est 6 heures de travail sur une tête, quoi. Et puis il y a un coût mental aussi, de santé mentale, tout ce qui est lié à la dysmorphophobie, etc. Donc c'est vraiment quelque chose de très lourd à porter. Le poids des cheveux texturés qui sont pas les bienvenus, et on a vraiment besoin de faire une place parce qu'en fait il y a pas de raison que ce soit plus pesant que n'importe quel autre type de cheveux. Et c'est vrai que dans ta BD, donc comme tu le disais, c'est hyper documenté. Tu expliques vraiment tout de A à Z sur comment poussent les différents types de cheveux, et puis il y a plein de scènes de vie aussi, et c'est aussi très drôle parce que là on parle de façon sérieuse, mais franchement on se marre de A à Z aussi en lisant cette BD avec des scènes comiques, tout ça. Enfin vraiment je vais pas tout dévoiler, donc allez la lire. Et alors justement ma question c'est comment elle est reçue, cette BD, par les personnes qui peuvent être touchées, justement, qui ont les cheveux texturés, et puis d'autres, est-ce que tout le monde, les autres comme moi, sont là, ah, mon Dieu, ou tout le monde, wow. C'est quoi les réactions? Tout le monde l'adore, évidemment. Non, mais c'est vrai qu'elle rencontre un très beau succès. Oui, elle connaît son petit succès. C'est très chouette parce que évidemment, j'avais une envie de représentation et il y a plein de personnes qui ont les cheveux texturés, beaucoup de personnes noires et métisses, beaucoup de personnes réunionnaises aussi comme moi. Même si j'ai pas une apparence extrêmement métissée, mais au final c'est mon héritage aussi que j'ai voulu mettre en avant. Et toutes ces personnes-là qui me disent donc, en fait, vous avez raconté mon histoire, j'ai eu l'impression de me reconnaître, c'est mon enfance, ça m'est arrivé, ça c'est très très fort, et c'est des choses que personne n'avait jamais racontées avant, donc c'est d'autant plus indispensable que ces personnes-là puissent les lire, donc ça c'est super. Mais je vous avoue que moi je suis encore plus contente quand c'est un homme blanc chauve de 50 ans qui me dit franchement, j'avais pas envie de le lire parce que je me suis dit 220 pages pour parler de cheveux, oh. Et en fait, j'ai bien aimé. Ouais. Et alors là, pour moi, c'est le Graal parce que les personnes concernées ont besoin de se sentir représentées, c'est vrai. Mais pour que ça progresse, on a besoin que tout le monde s'en rende compte. On a besoin que tout le monde soit conscient, unisse ses forces et d'aller chercher les personnes qui sont le plus radicalement opposées à mon sujet. C'est une façon de faire progresser cette question-là dans la société au sens général et pas seulement au sein des personnes concernées. On a besoin d'être tous ensemble pour nous libérer des diktats des cheveux. Alors, comme on parle de tous ensemble, on s'est dit que peut-être certaines personnes avaient lu la BD ou, en tout cas, par rapport à tout ce que je viens de te dire, avaient des questions. Donc, on va pouvoir rallumer la salle et puis il y a des micros qui vont circuler. On a le temps de prendre 2 questions. Sachant que moi, j'en ai encore plein. S'il faut, alors, il y en a une là. Elle est loin, la question. Elle est là. Bonjour. Moi, c'est un témoignage. J'ai pas encore lu la BD, mais ma fille qui a les cheveux texturés l'a lu parce que je lui ai offert. Moi, j'ai pas les cheveux texturés. C'est elle qui est métisse, c'est pas moi. Et elle m'a dit, mais tu vois, maman, tu ne sais pas t'occuper de mes cheveux. Et si jamais t'avais su, je me laisserais pas lisser autant, j'aurais pas autant abîmé mes cheveux. Et maintenant, faut que tu la lisses pour que tu m'achètes tous les produits. Et c'est vrai qu'elle passe, quand elle se lave les cheveux, presque 2 heures dans la salle de bain. Et je me disais, elle prend son temps, mais elle a vraiment des cheveux texturés et elle a vraiment besoin de ce temps, de ces produits et de ma reconnaissance que, n'ayant pas ces cheveux, j'avais pas conscience du tout de ce besoin. Donc, merci. Merci. Il y a Aminata, oui. Juste ici. Oui. Merci. Alors, ça ne se voit plus, mais j'aime mes cheveux désormais aussi. J'ai passé de nombreuses années à aller voir ces fameux salons à Château-Rouge ou ailleurs. Moi, ce que je voulais dire, c'était pas tellement une question, effectivement, c'était plutôt un témoignage. Je trouve ça très important que Fanny, quand j'ai lu ton post sur LinkedIn, tu disais j'ai pris une claque.
Moi, je suis ravie que tu aies pris une claque et je suis ravie que d'autres personnes se sentent concernées parce que effectivement, arrêtez de toucher les cheveux des gens parce que vous les trouvez cool. En fait, ça se fait pas. Nous sommes pas des chiens ou des chiennes. Déjà d'une part, et surtout, arrêtez de nous demander pourquoi on les laisse pas pousser comme si moi, on m'a encore demandé pas longtemps, pourquoi tu les laisses pas comme ça? Et je comprends. On pense à Michael Jackson. En fait, la nature des cheveux pour les blancs et les noirs, elle peut être fine ou épaisse. Et moi, j'avais pas des cheveux épais de toute façon, donc ils pouvaient pas être comme Michael Jackson quand il était petit. Ça, c'est une chose importante à avoir en tête. Respecter les gens, effectivement. Je suis pas en train de vous juger, hein, et je connais pas vos vies, mais c'est vraiment quelque chose qu'il faut avoir en tête. Si vous avez des amis qui ont des cheveux afro, aidez-les en leur posant des questions, parce qu'effectivement, c'est un sujet tabou. Moi, j'ai passé longtemps, je ne sortais pas sans être coiffée avec des nattes ou voilà, je les cachais tout le temps. Je détestais mes cheveux pendant longtemps, et surtout, je sais pas s'il y a des coiffeurs et des coiffeuses non noirs dans la salle. Arrêtez de dire à des personnes noires quand elles arrivent dans votre salon, je sais pas faire avec ça. Parce que c'est ça qu'on entend en fait. Moi, j'habite à Rennes maintenant. J'ai galéré. Il a fallu que j'aille dans le salon d'une dame sénégalaise pour me faire coiffer chez elle le samedi matin, parce que j'ai passé plein de temps dans des salons classiques, des Jean-Jacques David ou je ne sais quoi, qui ne voulaient même pas essayer, qui ne essayaient même pas de me coiffer et qui me disaient je ne sais pas faire. En fait, il y a des écoles, il y a des tutos, je ne sais quoi, où vous pouvez les demander à des coiffeurs, des coiffeuses afro, apprenez à coiffer tous les cheveux. C'est vrai, ouais, ce que tu dis, Aminata, et tu le traites aussi dans ton livre, c'est différents tests dans des salons, et comment le personnage en ressort attristé, ouais. Ça aussi, c'était un sujet que tu avais envie d'aborder. Donc voilà, moi je voulais juste te dire ça. Merci. Vous vous rendez pas compte du travail que c'est. Effectivement, l'argent que j'ai dépensé, clairement, j'en gagne. Hein. J'ai acheté une tondeuse. Voilà, je fais ça chez moi. Merci, tranquille. Aminata. Voilà, merci. Merci pour ce témoignage complémentaire. Est-ce que tu veux réagir? Moi, je suis d'accord. Je suis vachement d'accord. Je pense que toutes les femmes aux cheveux texturés ont vécu ça, effectivement, et c'est pour ça que le livre semble si autobiographique. C'est parce que, oui, tout est vrai, même si c'est pas vrai. Oui. Ok. On a une dernière question. Non, ça se bat. 2 dernières. Allez, alors. Ça sera pas une question, mais une réaction. Parce que la claque pour moi, c'est d'apprendre que vous n'aimez pas vos cheveux. Tous les problèmes, etc. Je le connaissais pas non plus. Mais moi, j'ai toujours eu des cheveux très raides. Et on me disait à l'école, ne les tourne pas, ça va pas friser. Mais je trouvais ça joli. Aujourd'hui, j'ai une petite fille qui a des cheveux comme vous. Et je trouve ça magnifique. J'ai toujours trouvé que c'était très très beau. Donc la claque, c'est d'apprendre que vous n'aimez pas vos cheveux et que vous ayez besoin de les lisser. Alors je vais répondre à ça par contre. Il y a plein de gens n'aiment pas leurs cheveux. Généralement, on dit qu'on voudrait les cheveux qu'on n'a pas. Il y a quand même une grosse différence entre avoir les cheveux lisses et vouloir des cheveux frisés, et avoir des cheveux frisés et vouloir des cheveux lisses. Parce que quand on a les cheveux lisses et qu'on voudrait des cheveux frisés, c'est un souhait esthétique, c'est qu'on trouve ça joli, c'est qu'on aimerait bien ressembler à ça parce que c'est chouette. Alors que quand on a les cheveux frisés, crépus et qu'on veut avoir les cheveux lisses, c'est pas uniquement esthétique, c'est aussi tout le poids d'une domination, d'une oppression qui fait que 20% des femmes noires américaines ont déjà été renvoyées de leur travail parce que leurs cheveux étaient au naturel et qu'ils étaient jugés comme non professionnels, par exemple. Donc voilà, donc c'est des problématiques qui sont un peu différentes, et c'est pour ça que je disais de Rose que, Racine n'est pas l'histoire d'une fille qui n'aime pas ses cheveux, c'est l'histoire d'une fille dont la société n'aime pas les cheveux. C'est un peu différent, sans que ça retire sa légitimité au fait d'aimer tel ou tel type de cheveux, mais en tout cas de façon systémique, il y a un vrai problème vis-à-vis des cheveux texturés qui n'existent pas par rapport aux cheveux lisses. Merci. Donc Lou, merci beaucoup pour tout ce travail, toutes les autres BD aussi que tu as faites qui sont géniales. Je vais ramener peut-être un BG pour le moment.